Capétien au XIe et XIIe siècle. Alors, premier point, Hugues Capet, un roi parmi les princes. En 987, quand Hugues Capet, qui donne le nom à la dynastie, est couronné roi par son aristocratie, à l'intérieur même de son royaume, il est entouré de princes aux domaines riches et étendus. On peut citer au nord le comte de Flandre, et plus à proximité des domaines du roi, les comtes d'Anjou, qui donneront naissance à la puissante dynastie des Plantagenets, les comtes de Blois, Champagne, les ducs de Bourgogne, les ducs de Normandie, dont le célèbre Guillaume le Conquérant, qui en 1066 lance une expédition outre-Manche et devient roi d'Angleterre. Plus au sud, on peut citer des principautés un peu plus éloignées et un peu moins menaçantes, mais dont les princes tiennent des domaines importants, les ducs d'Aquitaine, les comtes de Toulouse, les comtes de Barcelone. Alors face à ces princes, les rois capétiens bénéficient cependant d'atouts importants. Le premier d'entre eux est le sacre à Reims, en présence des grands, avec l'onction par le Saint-Crème, une huile sainte, qui donne à leur personne et à leur autorité un caractère sacré, et les place au sommet de la pyramide féodale, comme suzerains des princes, même des plus puissants, qui doivent leur prêter hommage et témoigner de leur fidélité. Les rois capétiens, eux, ne doivent d'hommage à personne, sinon à Dieu. Alors la suzeraineté des rois capétiens se mesure lors des assemblées où ils convoquent les seigneurs laïcs et ecclésiastiques du royaume. Ils bénéficient également de riches domaines groupés du côté de Paris, d'Orléans, de Senlis, entre la Seine et la Loire. Un troisième atout est l'amitié des rois avec les évêques et les grandes abbayes qu'ils protègent, telles Fleury et Saint-Denis. Et cette protection leur permet de bénéficier du soutien des abbés et des récits qui mettent en avant la dynastie. Au XIIe siècle, l'abbé de Saint-Denis, qui est aussi le principal conseiller de Louis VI puis de Louis VII, œuvre afin de renforcer l'autorité royale à travers sa biographie des deux rois et la restauration de la fameuse basilique de Saint-Denis. Il s'agit de l'abbé Sugère. Alors la basilique de Saint-Denis abrite la sépulture des rois et les ornements royaux. Elle est dotée de superbes vitraux. Et l'étendard rouge de Saint-Denis devient d'ailleurs le nouvel étendard emporté par les rois lors des guerres. Alors deuxième point, ce que l'on surnomme le miracle capétien, c'est-à-dire le fait que de 987 à 1316, il y a toujours un successeur en ligne directe à Hugues Capet. Et à l'abri des querelles de succession, la dynastie a ainsi pu conforter son image et affirmer son pouvoir de manière héréditaire, sans passer par l'assentiment ou l'élection par les autres princes. Alors, au XIe siècle, le fils d'Hugues Capet, Robert II, est excommunié suite à son remariage avec sa cousine au troisième degré Berthe, veuve du comte Eudes Ier de Blois, qu'il finit par renvoyer en 1003 pour épouser une autre héritière, Constance de Provence. Son biographe, l'abbé de Fleury, s'attache cependant à honorer sa mémoire en soulignant sa piété, d'où son surnom le Pieux. Et Robert II parvient également, après une expédition militaire, à conquérir le duché de Bourgogne, dont il s'estime l'héritier après la mort de son oncle, Henri Ier de Bourgogne. Le duché est ensuite cédé en apanage à son deuxième fils, appelé comme lui Robert. Alors le fils aîné, Henri Ier, devient roi en 1031 et il marie son fils cadet à Adélaïde de Vermandois, une très grande famille rivale, ce qui permet de faire entrer cette province, la Picardie actuelle, dans l'orbite capétienne. En 1060, Philippe Ier lui succède et son règne va être marqué par un conflit qui est dû à son remariage avec sa cousine Bertrade de Montfort, remariage qui lui vaut d'être excommunié par une assemblée d'évêques puis par le pape.
Et dans le cadre de la réforme grégorienne, qui donne une autorité plus grande à l'Église, Philippe Ier se trouve affaibli par cette crise, beaucoup plus que son ancêtre Robert le Pieux l'avait été après son remariage. Mais il trouve finalement un compromis avec le Pascal II, qu'il finit par rencontrer en 1107. Alors son fils Louis VI, dit le Gros, lui succède en 1108 et il veille à faire respecter son autorité sur les seigneurs établis sur ses domaines. Menacé en 1124 par l'empereur Henri V qui envahit la Champagne, Louis VI le Gros convoque ses vassaux et parvient à monter une coalition qui provoque l'échec de l'expédition impériale. Et on voit ici l'intérêt de ces assemblées dont on parlait tout à l'heure. Alors son fils Louis VII, qui lui succède en 1137, est le premier roi capétien à participer à la croisade. Et l'expédition est un échec, mais son engagement dans la guerre sainte lui apporte un certain prestige. 6 ans plus tard, en 1155, il convoque une grande assemblée à Soissons où il promulgue une paix de 10 ans à l'intérieur du royaume à la demande du clergé et avec l'assentiment des princes, ce qui conforte encore son image en le présentant en roi pacificateur, défenseur des églises et des pauvres. Alors, en 1152, son divorce avec Aliénor le prive de la riche province d'Aquitaine, dont elle est l'héritière, et le place en rivalité avec le puissant duc de Normandie, Henri II Plantagenet, donc duc d'Anjou, de Normandie et roi d'Angleterre, qui épouse à son tour Aliénor. Mais 8 ans plus tard, en 1160, son mariage avec Adèle de Champagne lui apporte le soutien des comtes de Blois-Champagne, donc de très puissants comtes, et cette alliance met fin à 2 siècles d'hostilité. Et il a, avec Adèle de Champagne, le fils tant désiré, le futur roi Philippe Auguste, qui lui succède en 1180. Alors dans un troisième point, nous allons étudier l'affirmation de l'État royal capétien. Ce qu'on constate, d'abord, c'est que l'administration s'étoffe et se professionnalise, et les actes royaux de la chancellerie sont plus nombreux et se diversifient au cours du XIe et XIIe siècle. Un groupe restreint de proches du roi est institué au XIIe siècle afin de lui apporter aide et conseil, et on l'appelle le Conseil royal. Alors, les domaines sont également mieux administrés avec l'envoi d'agents, les prévôts nommés par le roi, et la charge est ensuite transmise de manière héréditaire. Ils sont chargés d'administrer les domaines et leur gestion permet de voir les ressources royales augmenter. Les Capétiens profitent également de l'essor du commerce qu'ils soutiennent avec la création de marchés, de foires et de l'émergence des communes. Ils accordent des franchises aux villes royales, donc Le Mans en 1066, puis Laon, Soissons, Reims, en échange de la fidélité de ces villes, et ces cités deviennent donc des alliés face aux seigneurs locaux.